pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés, nous sommes le vendredi 28 mars 2025, c'est la revue de presse numéro 479. Ouais. Alors quoi de neuf en Ukraine, quoi de neuf dans le monde? Eh bien en Ukraine, les Russes avancent toujours. Ils avancent toujours, doucement mais sûrement, dans le Donbass. À Belgorod, apparemment, les Ukrainiens continuent leur contre-attaque, mais sans espoir. Et puis, Vladimir Poutine vient de déclarer qu'il était d'accord pour que l'Ukraine puisse avoir un répit, une trêve, pour qu'elle puisse changer de gouvernement et faire des élections. Oui, parce que Volodymyr Zelensky est resté au pouvoir au-delà de la fin de son mandat, qui était, qui s'est terminé en mai 2024. Ça alors, si Zelensky n'est plus là, ça va être dur pour Macron. Bon, ben écoutez, on verra bien. Alors, moi, depuis une semaine, je vous dis ça, je radote peut-être, mais inscrivez-vous sur le site YouTube de Tatiana. C'est drôle, c'est intéressant, il y a plein de news. Allez-y, allez-y. Vous allez voir, c'est vraiment très très marrant. Alors l'adresse du site YouTube de Tatiana va s'afficher. Allez, bonne journée et à demain. Au revoir. En commençant avec l'Arabie Saoudite, où un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes et russes. A également été trouvé un accord en mer Noire, où une sécurité de la navigation a été conclue, et également à ne pas utiliser des navires marchands à des fins militaires. Les États-Unis apporteront également leur aide sur l'échange de prisonniers et à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial des exportations agricoles et des engrais. Une nouvelle aide militaire en direction de l'Ukraine et en provenance de la France d'un montant de 2 milliards d'euros. Cette aide comprend notamment des missiles RR pour les Mirage 2000, des Mistral, des Milan, les Milan ce sont des missiles anti-chars, des VAB, des AMX-10 RC, ainsi que des drones kamikazes. Quant à la situation sur la ligne de front, je tiens à répéter et à souligner encore une fois que sur toute la ligne de front, l'initiative stratégique est entièrement aux mains de l'armée russe. La République populaire de Lugansk a été libérée à 99%, les régions de Donetsk, Kherson et Zaporojié à plus de 70%.
Nos troupes, nos soldats avancent et libèrent chaque jour un territoire après l'autre, une localité après l'autre. Direction l'oblast de Koursk, où les Russes ont repris le contrôle du poste frontalier qui se trouve ici exactement. Donc ils ont hissé hier leur drapeau sur un des bâtiments, ce qui a donc conforté la sécurisation de ce terrain ici depuis le village de Gogolevka, qui se situe au nord-est de ce poste frontière. Dans le même temps, de nouvelles géolocalisations ont été réalisées sur l'axe qui servait de logistique aux Ukrainiens pendant la bataille de Koursk. Et comme vous pouvez le constater, donc de nouveaux matériels détruits a été géolocalisé. With the Ukrainians twice, the Russians once. What we have here is an agreement in principle on a Black Sea ceasefire. We got two things from that. The first is we have more detailed definition of what the energy ceasefire entails. And the second is the principle, concept of a Black Sea ceasefire. Obviously, after our meeting, as part of their release, the Russians detailed a number of conditions that they want to see met in order to do that. So we're going to evaluate that. Some of those conditions include sanctions that are not ours. They belong to the United States. Sur le bas-côté, quelques corps de vaches et de cochons morts, des chars calcinés et dans les champs imposantes, des mines anti-tanks. Les derniers tronçons de la route de Koursk à l'approche de Soudja portent encore les stigmates des combats. Aujourd'hui est un bon jour pour travailler à peu près tranquillement. Comme il y a un vent très fort, les drones ne peuvent pas voler aussi vite et aussi près que d'habitude. Et ils ont besoin de plus de temps pour viser et tirer. Et comme c'est aussi un jour très clair, pour nous c'est aussi plus facile de les voir venir et de les abattre. Au volant de la voiture des forces russes du groupe tchétchène Armat, l'imam de Koursk, Issa. Encore une journée où il vient procéder avec ses hommes à des évacuations de civils rescapés des combats. Les Russes ont repris pied sur leur terre, mais chaque trajet reste dangereux. Dans la voiture, l'alarme qui signale la présence de drones se fait insistante. Dans cette zone, les véhicules sont tous équipés d'antennes pour les détecter. Les soldats, cartouches spéciales en bandoulière, tous équipés de fusils pour les abattre, comme Islam. Le détecteur est en train de nous signaler que nous sommes observés du ciel, qu'un drone se rapproche. À ce stade, il est probablement à environ 1 ou 2 kilomètres de nous. C'est une distance très dangereuse. Les drones sont rapides, mais ce n'est peut-être pas forcément un engin d'attaque, mais peut-être juste un drone de reconnaissance. Le bip finit par s'éteindre, la tension redescendre. À une poignée de kilomètres de Soudja, soudain sur les côtés, d'immenses piliers en bois et des hommes qui s'affairent. Ils ont commencé ça il y a à peine 2-3 jours. Ils installent des poteaux en bois, un filet entre les deux côtés et recouvrent entièrement la route. Ça va ressembler à un corridor entièrement fermé par le haut pour qu'un drone ne puisse pas le franchir. Bien sûr, un drone peut larguer une charge et déchirer le filet, mais ça reste une aide, je dirais 70% du temps. Ça sauve quand même des vies. Dans Soudja, au détour d'une rue, quelques corps sans vie de soldats ukrainiens, des poules, des chats, des chiens qui errent. L'odeur de brûler des bâtiments incendiés par endroits prend encore à la gorge. Le nombre de bâtiments épargnés est infime. Périodiquement, le son des combats qui se déroulent à plusieurs kilomètres se fait plus précis. En quad ou en camion ou tout simplement au pas de course, on croise des soldats d'infanterie. Stigmate de la guérilla urbaine qui s'est déroulée ici, des cratères de bombardement, les ponts des routes de ravitaillement sont détruits. On les franchit désormais à pied sur des barrières de fortune entremêlées au-dessus de l'eau. L'imam Issa, lui, n'imagine pas la ville redevenir vivable avant au moins 1 an. Anis El Jabri, Soudja, RFI. Maintenant à noter que la ville de Kryvyi, qui se situe ici, donc au nord de Kherson, et dans cette ville, le 25 mars, a eu lieu le plus important raid de drones russes sur cette ville. Des infrastructures administratives, des dépôts et une usine industrielle ont été touchés dans les frappes. Et en tout, 15 explosions ont retenti dans la ville. Il y a également eu une attaque massive de drones sur Dnipro. Donc Dnipro se situe au nord-est de Kryvyi. Le lendemain, le 26 mars, et les villes de Kharkov et de Soumy ont également été attaquées par les drones russes.
Alors je me trouve sur le site d'une frappe de drone Shahed ici à Kharkiv, dans un quartier résidentiel. Vous pouvez voir derrière moi les secours qui sont en train de travailler dans les décombres, d'éteindre les incendies. Il s'agissait d'un marché aux fruits et légumes qui a été frappé. Il y a eu une vague de 15 drones qui ont été lancés sur la ville d'1 million d'habitants par les forces russes cette nuit. Ce n'est qu'un des sites de frappe. Et autour de ce site, eh bien, il y a les habitations de civils qui ont été donc touchés par ce qui s'est passé, notamment cette maison dans laquelle habite un monsieur de 72 ans et sa petite fille a été blessée à l'œil par un éclat de verre. Elle a été emmenée immédiatement à l'hôpital. Il nous a expliqué que pour lui, il fallait rester ici, qu'il ne considérait pas l'idée de quitter Kharkiv et qu'il voulait absolument rester là. Mais ce qu'il nous a dit également, c'est que pour lui, cette campagne des Russes est délibérée. On les a vus, ils ont frappé chaque nuit une ville différente, des villes qui sont loin finalement des lignes de front. Hier soir, alors même que ces négociations étaient en train d'être annoncées, les résultats étaient en train d'annoncer à Riyad, eh bien ils ont frappé la ville de Kryvyi, la ville du président Zelensky. Nous-mêmes avons été à Kropyvnytsky sous ces drones avec l'équipe de France 24. Donc on voit que tous les soirs, c'est une ville différente qui est frappée. Odessa, Zaporizhia, Kiev, ce soir Kharkiv. Et ce que nous disent les gens du quartier ici, c'est qu'eux ont l'impression qu'il s'agit effectivement d'une campagne de terreur avec un objectif, forcer les Ukrainiens à faire la paix, à accepter un cessez-le-feu aux conditions russes, parce qu'ils seront trop effrayés de faire autrement. Plus au sud, la brigade Azov, donc qui est la 3e brigade, je crois, a réussi à reprendre cette localité-là de Nadiejda. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, Azov, qui est censé être une brigade d'élite, est envoyé dans des endroits où il ne se passe pas grand-chose, en fait. Et donc, comme je l'avais expliqué, le but, évidemment, c'est de la préserver parce que déjà, les Azovtsés ne veulent pas mourir. On l'a vu à Avdiivka, ils se sont enfuis au bout de 24 heures. Et donc, on les envoie à grand renfort de vidéos, de communication, s'emparer d'un village qui finalement n'a pas vraiment d'importance dans le dispositif. En tout cas, on va voir si vraiment ils veulent contre-attaquer parce que là, eux, les Russes, avancent largement du côté ouest de la rivière Jerebets et seraient sur le point de s'emparer de Katerinovka à cet endroit-là. Donc la progression des Russes dans cette direction continue et met en danger évidemment la ville de Krasny Liman, qui est une localité clé pour lancer l'assaut sur Slaviansk. Les Russes avancent également en direction de Yampol. Certains renseignements affirment que les troupes pourraient largement avancer, mais ce n'est pas confirmé, donc pour l'instant je ne touche pas à la ligne de front. Donc en résumé, les Russes ont repris le contrôle du poste frontière entre Koursk et Soumy. Ils ont également opéré plusieurs avancées sur le front de Louhansk, ainsi que sur Donetsk, mais d'une manière moins évidente. Et ils continuent leur offensive à l'ouest du front de Zaporizhzhia, dans le secteur compris entre Piatikatki, Stepovier et Sherbaki. Un cessez-le-feu maritime et un passage sécurisé pour les navires commerciaux en mer Noire. C'est le résultat de plusieurs jours de réunions séparées avec des délégués américains en Arabie Saoudite. L'Ukraine et la Russie ont également convenu de mettre fin aux attaques contre les installations énergétiques. Le président ukrainien Zelensky a accueilli mardi l'accord avec prudence. On ne dit pas dans la déclaration ce qui se passe si quelqu'un viole les accords. Je comprends pourquoi. Parce que la partie américaine voulait vraiment que tout cela ne tombe pas à l'eau. Et pourtant, nous devrons comprendre avec vous les réponses à chacun des détails. Mais cet accord de cessez-le-feu partiel repose déjà sur des bases fragiles. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a attaqué l'Ukraine mardi soir avec 117 drones. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit là d'un signal clair que Moscou n'est pas disposé à rechercher une paix véritable. Par ailleurs, la Russie a annoncé avoir abattu 2 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et affirmé que d'autres zones avaient également été attaquées. Avant l'action militaire de la nuit, Moscou avait précisé qu'elle considérait l'allègement des sanctions comme une condition préalable à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Dans les rues de Kiev, les habitants n'étaient pas impressionnés par l'accord négocié par les États-Unis. Je pense qu'ils essaient simplement de gagner du temps et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de parler de quelque chose et d'avoir ces négociations. Les États-Unis disent qu'ils examinent les conditions posées par Moscou.
Nous sommes très prudents quant à la levée des sanctions contre la Russie et nous voulons savoir ce qui se fera en échange de quelque chose de tangible. Le Kremlin a insisté mercredi sur le fait que le moratoire décrété par le président Poutine sur les attaques contre les infrastructures énergétiques restait en vigueur. Toutefois, des officiels ukrainiens ont affirmé que la Russie manipulait déjà l'accord conclu dans la capitale saoudienne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la pression était le seul remède aux mensonges russes. Je sais pas, moi, les policiers à Kiev, je les voyais, j'étais au point d'échange de seringues, puisque je faisais un reportage sur la toxicomanie, je les voyais racketter les pauvres junkies qui sortaient de la consultation du sida, dans les allées de l'hôpital. Les voitures de patrouille. Les policiers ukrainiens. Les policiers ukrainiens, oui. Difficile de faire plus sordide. Ah oui. Ils avaient rien, on retirait le peu qu'ils avaient. Et je l'ai pas vu qu'une fois. Je l'ai vu à l'époque de mon premier reportage en 2004-2005. Je l'ai revu en 2009 où j'ai séjourné en Ukraine. Et je l'ai revu en 2015. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas anecdotique, c'est structurel. Et en plus, les Ukrainiens à qui je parlais, mes potes, avec qui me guidaient le long du reportage, ils me disaient on peut même pas leur en vouloir, ils reproduisent ce que font leurs chefs. Jusqu'au ministre. Jusqu'au ministre. Oui. C'est-à-dire que la corruption ukrainienne, elle va du plus bas au plus haut. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, de temps en temps, après le Maïdan, quand Poroshenko est arrivé au pouvoir et tout ça, on a placé des ministres. Je me souviens d'un ministre de l'économie, je crois, la géorgienne. La géorgienne, oui. Oui. Elle était propre, paraît-il. Donc elle était propre et ça allait plus être comme avant. Oui, mais tous les subordonnés, ils font comme avant, ils n'ont pas envie de changer. Donc structurellement, l'Ukraine, c'est comme ça. Comme ça jusqu'à maintenant. Ça doit être pire même, parce que la guerre, c'est toujours merveilleux pour tous les trafiquants. Est-ce que la Russie cible la France particulièrement? Est-ce que ça vous semblerait d'ailleurs, est-ce que ça vous semble légitime qu'elle le fasse? Vous savez, il y a aussi un élément assez intéressant qui fait partie de cette anthologie d'ingérence informationnelle russe, l'histoire des punaises de lit. Mais vous savez, le plus grave, c'est lorsque les punaises sont dans la tête et pas dans les lits. Je vais vous répondre comme ça, en principe. Donc là, ça n'a rien à voir avec la réalité. La Russie ne menace personne, ni sur le plan informationnel, ni sur le plan militaire. Tout ça, c'est du fantasme. C'est du fantasme des autorités françaises, basé sur rien. Non, c'est un élément de manipulation de l'opinion publique. Mais pour parce qu'il faut créer. Dans quel but? Écoutez, maintenir les gens dans la peur, c'est les maintenir sous un grand pouvoir, disait Machiavel. Donc là, c'est comme ça que ça. On a plus peur du pouvoir en Russie qu'en France. Mais est-ce que la Russie vous menace? C'est ça la question. Est-ce que la Russie vous menace? Est-ce que vous avez jamais entendu un officiel russe menaçant la France? Est-ce que vous avez jamais vu un document doctrinal ou un document, je sais pas, une loi dans laquelle il y a des menaces pour la France? Tout est inventé. Tout est inventé. Mais il faut quand même, à un moment donné, revenir au bon sens et commencer au moins à parler. Parce que le mot diplomatie est complètement exclu du vocabulaire politique français. Monsieur Talleyrand, il se retourne dans sa tombe. Donc là, franchement, c'est ça qui fait peur. Organiser un climat de guerre perpétuelle pour liquider les nations européennes, c'est toujours en cours, c'est le programme. On voit Emmanuel Macron s'agiter de semaine en semaine, toujours les mêmes déclarations. Alors je me suis infligé malheureusement les deux conférences de presse, à la fois après la visite de Volodymyr Zelensky et à la suite aussi du sommet de Paris avec les dirigeants européens, les Britanniques. Alors il y a quand même des annonces qui sont inquiétantes, une volonté toujours la même, cette volonté belliciste, alors que on aurait pu croire, on pourrait croire que les choses vont aller en s'adoucissant en Ukraine et en allant vers la paix. Non, on a toujours notre Emmanuel Macron
qui soutient indéfectiblement l'Ukraine. Et puis alors ça, là, pour les gens qui ont eu le courage d'écouter le discours de Macron, c'était mon ami Volodymyr. Oui, Volodymyr, je suis heureux que Volodymyr soit ici. On soutient Volodymyr. Mais là, ce qui est intéressant pour la conférence de presse qui a eu lieu hier, c'est que même des journalistes mainstream, si les gens veulent aller écouter, ont posé des questions un peu dérangeantes. Alors je sais pas si ça a été relevé parmi les auditeurs de GP, mais même des journalistes comme TF1 LCI ont posé des questions pertinentes, c'est-à-dire à un moment où Emmanuel Macron annonce encore 2 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine et de soutien pour son ami Volodymyr, et que Volodymyr remercie toute la France pour son soutien, évidemment. On voit que il y a des journalistes qui disent oui, d'accord, Monsieur Macron, la France soutient l'Ukraine, mais comment on fait dans un contexte budgétaire plus que serré, puisque officiellement, donc sur la fin de l'année 2024, on a atteint les 3305 milliards de dettes publiques, sachant qu'actuellement, au mois de mars, on doit être à 3330. Donc, on parle toujours des 3000 milliards, mais en fait, on a déjà fait un tiers pour aller vers les 4000 milliards. Donc, alors, ils sont un petit peu contents parce que le déficit public est moins grave que ce qu'il aurait pu être. C'est félicité Éric Lombard. Mais là, la journaliste a dit comment on fait pour financer ce soutien d'aide à l'Ukraine sans raboter les services publics, les aides sociales et sans augmenter les impôts. C'était ça la question intéressante. Alors on a vu Emmanuel Macron un peu déstabilisé, il devait pas être habitué à avoir des questions du mainstream de ce type. Et il a dit non, mais attendez, les 2 milliards, c'est prévu par la loi de programmation militaire qui a été votée. Donc en fait, c'est dans le financement de la loi de programmation militaire et évidemment, ça va être ventilé à la fois dans de l'aide dans de l'aide financière, oui, mais aussi dans de l'apport de matériel. Nous-mêmes dans notre renouvellement de matériel de défense, il y a des matériels que nous n'allons plus utiliser, donc nous allons transférer à l'Ukraine. Et en fait, les 2 milliards, c'est une enveloppe globale. Donc tout ça, en fait, c'est des annonces. Il l'a plus ou moins bien justifié parce qu'en fait, ça correspond pas à ce qu'il avait dit avant avec sa conférence de presse avec Volodymyr Zelensky. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont embêtés. Et même à l'intérieur du mainstream, il commence à y avoir des questions de bon sens, en fait. C'est bien beau de financer tout le temps, mais comment on finance et est-ce qu'on a les moyens de financer? Sergueï Viktorovitch, la réunion de Riyad était un événement important. Quels en étaient les objectifs et quels résultats ont été obtenus? La réunion s'est conclue avec des résultats prévus, qui ont maintenant été transmis au président de la Russie et des États-Unis. Les discussions ont principalement porté, comme l'ont souligné Vladimir Poutine et Donald Trump, sur les questions de sécurité maritime dans l'Atlantique. Ce n'était pas la première tentative de règlement. La première initiative remonte à juillet 2022, lorsque le secrétaire général de l'ONU, en collaboration avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, a cherché à jouer un rôle de médiation entre les représentants des structures ukrainiennes et russes afin de parvenir à un accord global. Cet accord reposait sur 2 volets. L'exportation des céréales ukrainiennes, il s'agissait de garantir leur acheminement par voie maritime et fluviale, sous réserve d'inspection stricte des navires pour éviter que ces exportations ne servent de couverture à des livraisons d'armes. L'exportation des céréales et engrais russes, l'autre engagement portait sur la levée des obstacles aux exportations russes, mais cet engagement n'a jamais été respecté. Au contraire, les sanctions ont été renforcées. Les navires russes transportant des céréales et des engrais ont été placés sur des listes noires. Les compagnies d'assurance, comme Lloyds, ont drastiquement augmenté leurs tarifs. Le transfert de fonds pour ces transactions est devenu extrêmement compliqué, notamment avec l'exclusion de la banque agricole russe du système SWIFT. Tout cela a entraîné une hausse des prix, créant une concurrence déloyale pour les agriculteurs européens. Même en Europe, l'afflux de céréales ukrainiennes à bas prix a provoqué des tensions, car leur qualité ne respectait pas toujours les normes européennes. C'est-à-dire que ce pays occidentalisé, entre guillemets, prêt à aller à l'Union européenne, etc., qu'on nous vend dans les LCI et compagnie, ça c'est un mythe en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit La guerre avant la guerre.
c'est parce que j'étais un peu révolté depuis le début du conflit, donc qu'il y ait toujours un élément qui passe à la trappe, et l'élément qui est l'élément principal en Ukraine, la pègre. Qu'on soit toujours sur des fractures idéologiques et pas sur les fractures réelles. C'est un pays, comme on dit, vous savez, on appelle ça des pays captifs, où la pègre se substitue à un État qui n'existe pas, parce que l'État ukrainien, je l'ai souvent dit, il n'a que 30 ans. Et il y a toujours eu des bandes au pouvoir, depuis le début. J'en donnais des exemples dans la guerre avant la guerre. Notamment, ce gang de Brighton Beach, ce gang qui s'était installé, russo-ukrainien qui s'était installé à Brighton Beach et qui trafiquait du pétrole. C'est une affaire connue. Et puis, comme dans tous les gangs, ils se sont mis à se flinguer les uns les autres. Et en 2014-2015, il y en a un qui est sorti de prison. Et il a dénoncé ses petits camarades, qui se faisaient appeler les frères Karamazov, qui étaient députés à la Rada d'État, d'un mouvement de droite nationaliste. Et dans le dossier que le procureur américain avait composé à l'époque, ils étaient accusés de 20 meurtres. L'un d'entre eux, ils se faisaient appeler les frères Karamazov, je crois, parce qu'ils avaient tous les deux le crâne rasé. L'un d'entre eux avait vendu sa Rolls-Royce pour les combattants du Donbass les combattants ukrainiens, bien sûr, lors de la première guerre du Donbass en 2015. Et ce qui fait que dans une certaine mesure, si vous voulez, probablement d'un côté et de l'autre, il y avait des mecs qui se tiraient dessus, ils étaient dans la même bande au départ. Et les intérêts, les fractures, etc., il faut beaucoup plus les voir dans des termes comme ça de lutte des clans de l'Est contre la lutte des clans du Centre et de l'Ouest, que les fractures ethniques et linguistiques qui existent aussi, mais qui sont qui font partie de ce qu'on a alimenté. Et même les idéologies peuvent cacher des bandes. Tous ces groupes armés, ils font eux-mêmes du racket. Il y a l'histoire des centres d'appel où ils appellent massivement les gens en Russie, mais aussi en France d'ailleurs, qui sont des centres d'escroquerie, avec des faux investissements. En Russie, les coûts, c'est votre banquier qui vous appelle et qui vous dit écoutez, il y a un drôle de mouvement sur votre compte, et hop, on tire les informations de cette manière-là. C'est très connu, il y a un blogueur australo-ukrainien qui s'appelle Korotayev, qui a un blog sur Substack qui s'appelle Events in Ukraine, qui avait fait tout un article sur ces centres d'appel. Il avait un copain kényan qui y avait bossé, et c'est les gens les mieux payés d'Ukraine. Et sur ce sujet dont nous parlons depuis toutes ces années, la prolifération des armes depuis le territoire ukrainien, le soutien à Kiev, au régime de Kiev, ce n'est pas seulement jeter de l'argent par les fenêtres, ce n'est pas seulement un massacre jusqu'au dernier Ukrainien, mais aussi la croissance d'une menace dans son propre arrière-cour, l'arrière-cour occidentale. Et même les publications britanniques ont commencé à écrire à ce sujet. Regardez, le Times affirme que le trafic d'armes incontrôlé en Ukraine et la quantité exacte d'armes qui y a été envoyée est inconnue, même pour Washington. Tout cela devient un problème de sécurité. Les journalistes britanniques concluent qu'après un certain temps, des centaines de milliers
d'unité, d'armes pourraient se retrouver non seulement en Afrique et au Moyen-Orient, où elles circulent déjà, mais aussi en Europe. Alors, aidons-nous les journalistes britanniques. Ces armes sont-elles déjà présentes dans la partie occidentale du continent européen? Et nous avons souvent donné des exemples de la façon dont le matériel militaire en Ukraine tombait entre les mains de groupes touristiques en Asie, en Afrique. Il s'avère maintenant que la clientèle de Zelensky sur le marché noir s'est élargie grâce aux cartels de la drogue d'Amérique latine, avec lesquels Bankova semble travailler sur une base de troc. Selon les médias mexicains, les militants du cartel Golfo ont obtenu des systèmes de missiles antichars américains Javelin. Le sommet international sur l'Ukraine, qui s'est tenu hier à Paris, n'a pas répondu aux attentes de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré mécontent des conclusions de la rencontre, pointant du doigt l'absence de garanties de sécurité concrètes et la prudence des alliés européens face à l'escalade du conflit. Moi, je suis assez heureux de ce qui s'est passé hier en fait, à Paris parce que ça ne s'est pas passé comme Macron le voulait. Il voulait une force, on a plutôt une farce qui est sortie de tout cela. Ça a fini pour l'instant une espèce d'équipe franco-britannique qui ira conseiller les soldats ukrainiens. Bon, on est loin de ce que voulait. Macron se voyait généralissime à la tête des armées coalisées anti-russes. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ceci dit, qui dit coalition franco-britannique dit franco, donc ça veut dire qu'il y a quand même nos soldats français là-dedans. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait le moindre soldat français qui parte là-bas. J'ai par ailleurs été extrêmement agacé, et le mot est faible, par l'annonce des 2 milliards d'euros supplémentaires qui iront vers l'Ukraine, annonce faite par Macron devant un Zelensky tout sourire à l'Élysée l'autre soir. Et ça, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, le même jour, les statistiques officielles annonçaient 3 305 milliards d'euros de dettes en France. Ça augmente de plus en plus vite. On n'a pas d'argent pour nos paysans, nos hôpitaux, enfin, on le sait, et on va mettre 2 milliards dans une guerre qui est perdue, qui va partir en plus en corruption. Enfin, c'est insupportable. Il faut se mobiliser aussi pour ça. Il faut se mobiliser pour que Macron soit bloqué dans son entreprise de guerre, qu'il soit bloqué dans son entreprise de ruine et qu'il soit bloqué dans son entreprise de mensonges. On va dire et répéter qu'il n'y a pas de menace russe en France. Voilà, il faut arrêter avec ces sornettes qui sont destinées existentielles. Existentiel. Alors, ça nécessiterait d'avoir son kit de survie. Vous savez que Bruxelles a sorti son propre kit de survie cette semaine avec cette commissaire belge aux crises qui nous a fait sa petite vidéo sur X pour nous expliquer ce qu'il fallait mettre. On aurait dit une hôtesse de l'air d'Air France, vous savez, avec la petite musique derrière d'ambiance quand on vous explique les consignes de sécurité au début, en vous expliquant, mais là on parle de guerre, quoi, en vous expliquant ce qu'il fallait mettre dans un kit de survie. Le seul kit de survie, c'est de se débarrasser de tous ces gens-là, sortir de l'Union européenne, se débarrasser des Macron et autres fauteurs de guerre et de troubles, et repenser un peu à nous, à l'intérêt national et à la paix du monde. Voilà, c'est ce qu'on va dire puissamment dans les rues de France et particulièrement dans les rues de Paris avec cette manifestation nationale ce samedi 29 mars. Parmi les décisions les plus discutées figure le refus de la France de saisir les avoirs russes gelés pour les reverser à l'Ukraine. Paris a justifié cette position en invoquant le respect du droit international. Les Ukrainiens, ils sont pas toujours prêts à le dire, mais moi, quand je suis arrivé à Kiev en 2015, c'était après le Maïdan, je suis arrivé à Kiev en 2015, j'ai parlé à deux de mes amis qui n'avaient rien à voir. Un ancien colonel qui avait fait l'armée rouge et puis qui avait fait aussi l'armée ukrainienne, patriote, et mon camarade Vladimir Moseev, avec qui j'avais fait mon reportage sur la toxicomanie, sur les drogues, qui m'avait emmené dans tous les bas-fonds de Kiev. Et ils m'ont dit exactement la même phrase, tous les deux, sur Poroshenko et sa clique, à l'époque. Hein. Ils m'ont dit, s'il n'y avait pas la guerre à l'Est, donc la première guerre du Donbass, les têtes de nos dirigeants seraient sur des pics. Ces deux personnages qui n'ont rien à voir. Moseev, c'était un trafiquant de devises et de blue jeans pendant toute l'URSS. L'autre, c'était un colonel de l'armée rouge. On ne peut pas faire de profil plus opposé. Alors, est-ce qu'ils m'ont dit ça parce que
à cause du mythe de la France, Robespierre, les sans-culottes. Donc, c'était déjà comme ça, ça n'a pas changé. Ouais, par contre, ça change. Et quand on sait qui a fabriqué Zelensky, c'est-à-dire l'oligarque Kolomoïski, qui est un grand voleur devant l'Éternel. Autre point de friction, la Pologne a décidé de ne pas envoyer de troupes en Ukraine, quelle que soit la forme de leur engagement. Varsovie craint une escalade directe avec la Russie qui pourrait entraîner un conflit ouvert avec l'OTAN. L'Union européenne, de son côté, a refusé de déployer des soldats de la paix sur la ligne de front. Cette décision traduit la volonté des Européens de maintenir une position d'équilibre sans s'engager directement dans le conflit armé. Nous avons toujours prôné et continuons de promouvoir une coopération équitable dans la région, incluant la recherche scientifique, la protection de la biodiversité, les enjeux climatiques, la gestion des urgences et, bien sûr, le développement économique et industriel de l'Arctique. Poutine a annoncé un vaste projet d'extraction des terres rares, un secteur clé pour l'industrie technologique et militaire. Cette initiative vise à renforcer l'indépendance économique de la Russie et à exploiter pleinement le potentiel de cette région stratégique. La Russie ambitionne également de développer la route maritime du Nord avec un objectif de 100 millions de tonnes de marchandises transportées d'ici 2030. Pour accompagner cette expansion, Moscou projette de créer une liaison ferroviaire reliant la Sibérie et l'Oural à l'Arctique afin de décongestionner le transsibérien et d'améliorer la logistique commerciale. Malgré ces développements militaires et économiques, Poutine a tenu à rassurer la communauté internationale en affirmant que la Russie n'a jamais menacé personne dans l'Arctique. C'est toujours la même question, et c'est la même question dans un peu tous les pays ex-soviétiques de toute manière. C'est que les gens qui ont gagné de l'argent vite fait dans les années 90, c'est un célèbre truand russe qui s'appelle Lev Bilounov, qui se faisait appeler Lev Macintosh parce qu'il avait piqué un train entier d'ordinateurs Apple au début de la perestroïka, qui disait derrière chaque oligarque il y a un mec comme moi. C'est dans une certaine mesure pareil en Russie, sauf qu'en Russie il y a 1000 ans d'histoire derrière. En Ukraine il y en a que 30. Et donc en Russie, il y a des forces qui viennent en contrepoint, et l'État, il est périodiquement envahi par les mafias et périodiquement purgé. Il n'y a jamais eu de purge en Ukraine. C'est la grosse différence. En fait, aujourd'hui, je te propose peut-être un premier exercice, non pas de bilan, parce qu'il n'y a pas de bilan possible après 2 mois d'une présidence, mais un bilan sur certaines des promesses, bilan temporaire, sur certaines des promesses les plus importantes de Donald Trump, puis c'est directement lié à ce dont tu me parles, sur ce balancier qui est revenu très fort. Principale promesse de Donald Trump pendant la campagne, il disait la liberté d'expression nous est chère, elle est importante, elle est au cœur des valeurs américaines et on va se battre pour. L'ordre et la loi, on verra que l'ordre, on est peut-être en train de l'obtenir aux yeux de certains, mais aux dépens de la loi, auquel cas, est-ce que c'était un choix, une réponse à choix multiples, et sur les expulsions d'immigrants illégaux qui sont sur le territoire américain, on parle de 10 à 20 millions de ces gens qui vivent illégalement sans papier aux États-Unis, selon les statistiques. Je commence avec ce que tu disais. On découvre que plusieurs leaders ou personnes qui aux États-Unis ont eu un point de vue qui n'était pas nécessairement pro-israélien, donc pro-palestinien, ont été ou se sont retrouvés dans le collimateur des autorités américaines avec une explication donnée pour le premier de ces exemples, Monsieur Khalil, Mahmoud Khalil, qui a été arrêté, envoyé dans un centre de détention loin de chez lui. L'arrestation a eu lieu au New Jersey, envoyé en Louisiane. Ses avocats qui n'étaient pas capables de communiquer avec lui. Ce qu'on dit, c'est que il est trop ouvertement pro-Hamas. Ceci étant dit, il n'y a pas de démonstration de preuve qui est faite. Et le secrétaire d'État dira, si on avait su que c'était son opinion, on lui aurait jamais permis de séjourner sur le territoire. On lui aurait pas donné une carte verte. Il faut voir que lui est marié à une Américaine. Il y a une carte verte, il y a un enfant. Des images qui sont visibles depuis hier sur les réseaux, à la une de plusieurs grands journaux. Une étudiante turque, doctorante à Tufts, université très prestigieuse,
arrêté sur la rue par des agents masqués, c'est pas exceptionnel de l'immigration, mais qui l'arrêtent et qui disparaît de la circulation. Heureusement, il y avait ces caméras de surveillance et on dit même chose, elle serait pro-Hamas. Aucun crime reproché. Il n'y a pas de loi qui a été violée. C'est une parole et une parole qui serait défectueuse. Même chose avec une Parce que techniquement, s'ils ont participé à des actes d'insurrection, s'ils ont blessé des gens, menacé des gens, ils ont enfreint du code criminel, puis à ce moment-là, c'est faut que tu les arrêtes sous ces chapitres précis, des articles précis du code criminel, là. Mais il faut encore que tu fasses la démonstration qu'ils ont enfreint une loi. Et je reviens à ce qui était une des promesses cardinales de cette campagne, c'était la liberté d'expression. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne liberté d'expression, c'est toujours une question de point de vue. Tout le monde est d'accord pour la liberté d'expression de ceux qui pensent comme vous, là. Exactement. Ça va bien, ça. Et il y a plein de choses que j'entends qui me tordent les oreilles, mais c'est le principe, évidemment, de laisser à d'autres avoir des points de vue et les exprimer, y compris des bêtises, sans vouloir les faire taire. Et dans les trois cas, le dernier exemple que j'allais te donner, une jeune étudiante d'origine coréenne qui est aux États-Unis légalement depuis l'âge de 7 ans et qui, elle aussi, poursuit le gouvernement parce qu'on l'a arrêté, on menace de l'expulser, dit sur la base de quoi? De quel crime? Qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Sinon, peut-être d'avoir une opinion qui n'est pas celle qu'en ce moment, on recommande à la Maison-Blanche, qui très clairement est plus proche d'une vision israélienne des choses au Proche-Orient qu'ils ne le sont d'une vision palestinienne. C'est correct, mais à partir du moment où tu dis que la liberté d'expression est le creuset dans lequel tout passe, là, il y a comme un petit problème et le bas blesse. Et puisqu'on parle d'expulsion, ça me mène à la suite des promesses, l'ordre et la loi. Et est-ce que l'ordre se fait aux dépens de la loi? On l'a vu depuis une semaine, sinon même 10 jours, bras de fer entre un juge particulièrement et l'administration sur l'expulsion manu militari de ce qu'on présume être des membres d'un gang, Tren d'Aragua, vénézuélien. Alors évidemment, aucun souci à ce qu'on expulse des criminels patentés. Et il y en a des gangs qui se sont installés aux États-Unis, mais aux dépens de la loi. Aucun processus respecté. L'habeas corpus, s'il y a quelque chose qui, moi, me fait par moment dire c'est pas si bête que les Anglais soient passés par le Canada, c'est l'intégration de l'habeas corpus, du concept d'habeas corpus dans notre droit. Cette idée que on peut pas t'enfermer sans te dire pourquoi tu l'es. Quel est le crime? Qu'est-ce que tu as fait qui est pas correct? Dans ce cas-ci, il y a un juge qui dit vous êtes en train d'expulser des Vénézuéliens vers un pays qui n'est pas le leur, parce que c'est au Salvador qu'ils vont. Ils vont au club Fed, qui n'est pas le club Med, c'est-à-dire cette énorme prison, parce qu'il y en a plusieurs, mais une en particulier où on retrouve à peu près 40 000 individus. Et il y a de fortes chances qu'une fois que la porte se barre derrière toi, tu disparaisses de la circulation, mais forever. Les États-Unis se sont entendus avec M. Bukele, qui est l'homme fort, qui lui aussi a fait le pari de l'ordre, peut-être aux dépens de la loi. Et il faut voir de où il partait. Puis il y a probablement des Salvadoriens nombreux qui disent « Je suis capable maintenant de sortir le soir sans me sentir menacé. » Mais c'est sur la distance, quel prix es-tu prêt à payer pour nier ce que sont les fondamentaux de la loi? Et aux États-Unis, on n'est pas dans une situation salvadorienne. Et là, tu as des gens, c'est une question de principe, qui, dans le lot, ont peut-être été expulsés du pays alors qu'ils ne sont pas des criminels. Il y a peut-être confusion, mais à aucun moment, ils n'ont pu voir un juge, être entendus, faire valoir leur point de vue. C'est le triangle des Bermudes. Tu disparais et on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière toi. La directive du président américain Donald Trump impose des droits de douane de 25% aux pays qui achètent du pétrole vénézuélien, une mesure prête à dévaster davantage la principale bouée de sauvetage économique du Venezuela. Ces sanctions s'étendent au-delà des importateurs directs, ciblant les nations qui acquièrent du brut vénézuélien par le biais de canotières. Les sanctions d'hier, nous les avons vaincues, et celles qui viendront, nous les vaincrons aussi, avec du travail, de l'inventivité et de l'amour. Ils peuvent sanctionner et imposer des droits de douane sur tout ce qu'ils veulent. Ce qu'ils ne peuvent pas sanctionner, c'est l'amour et le patriotisme du peuple vénézuélien. Pour le Venezuela, déjà aux prises avec des années de sanctions économiques, ces nouveaux tarifs douaniers menacent d'isoler davantage la nation des marchés mondiaux. L'administration Trump a justifié cette mesure en invoquant des préoccupations de sécurité nationale, la liant spécifiquement au gang Tren d'Aragua, désigné comme une organisation terroriste étrangère. La Chine s'oppose à la décision des États-Unis de punir les pays qui achètent du pétrole vénézuélien. Les États-Unis abusent depuis longtemps des sanctions unilatérales illégales et de la juridiction dite de l'OMBRA, s'ingérant de manière flagrante dans les affaires intérieures d'autres pays. La Chine s'y oppose fermement et exhorte les États-Unis à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela
à lever leurs sanctions unilatérales illégales et à prendre davantage de mesures contribuant au développement pacifique et stable du Venezuela et d'autres nations. Il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales ou tarifaires. L'augmentation des droits de douane ne fera qu'imposer des pertes plus importantes aux entreprises et aux consommateurs américains. L'Inde, autre grand importateur de pétrole vénézuélien, est confrontée à des répercussions économiques potentielles. En janvier, ses importations ont grimpé à plus de 250 000 barils par jour, représentant près de la moitié des exportations totales du Venezuela. De plus, les récents efforts diplomatiques visant à renforcer la coopération pétrolière entre l'Inde et le Venezuela sont désormais incertains. Pendant ce temps, l'administration Trump a prolongé le délai de chevron, accordant aux géants pétroliers américains jusqu'à la fin du mois de mai pour mettre fin à ses opérations au Venezuela. Une décision qui complique encore le paysage pétrolier mondial. Alors que ces tarifs douaniers menacent de remodeler les marchés internationaux de l'énergie, le coût humain potentiel est probablement le plus aigu pour le Venezuela, une nation qui subit déjà une immense pression économique, en partie due aux sanctions imposées par les États-Unis. Combien coûtera de plus une nouvelle voiture étrangère aux États-Unis ? Certains experts estiment le surcoût à au moins 12 500 $ après l'entrée en vigueur le mois prochain des 25% de droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les véhicules et les composants importés. Les constructeurs allemands sont parmi ceux étant visés. Cela augmentera les coûts et, en fin de compte, les prix des véhicules aux États-Unis. Le fait est qu'environ 450 000 véhicules sont exportés vers les États-Unis. Volkswagen est particulièrement concerné, car seuls 20% des véhicules qu'il vend aux États-Unis y sont effectivement produits. Une grande partie est produite au Mexique, le reste est exporté d'Europe. Les droits de douane ont été condamnés par d'autres grands partenaires commerciaux des États-Unis, notamment la Chine. Il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales et les guerres tarifaires. Le développement et la prospérité d'aucun pays ne se font en imposant des droits de douane. La Chine produit des véhicules électriques dont les prix sont parmi les plus compétitifs au monde. On craint que ces droits de douane ne se retournent contre les constructeurs américains. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait en matière de fabrication et de design. Tout ce qui peut nuire à cette relation concurrentielle n'est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre. Donald Trump prétend que ces tarifs douaniers vont stimuler la demande pour les constructeurs automobiles américains, créer des emplois et accroître les revenus. Entre 600 et 1000 milliards de dollars seront encaissés sur la période à relativement court terme. De plus, il a rejeté les inquiétudes concernant l'imposition de droits de douane sur certains composants utilisés sur de nombreux véhicules américains. Si des pièces sont fabriquées en Amérique et qu'une voiture ne l'est pas, ces pièces ne seront pas taxées ou soumises à des droits de douane. Je pense que cela va conduire les voitures à être fabriquées dans un seul endroit. Aujourd'hui, une voiture est fabriquée ici, puis envoyée au Canada, au Mexique, un peu partout. C'est absurde. Si la dernière salve de la guerre commerciale de Donald Trump divise, le président républicain a trouvé des fans parmi ceux qui étaient considérés comme un solide électorat démocrate. Le syndicat United Auto Workers affirme que ces tarifs douaniers donnent la priorité aux travailleurs qui ont construit l'Amérique. Pour bien comprendre l'euro numérique, au-delà de toutes les craintes, et elles sont légitimes de la part des citoyens qui disent « mais on va nous tracer, on aura un compte directement à la Banque centrale », donc il y a beaucoup de caricatures, et à juste titre, mais c'est assez évocateur de dire si on décide que je ne dois pas manger de viande, on me privera d'acheter de la viande avec mon compte à euro numérique, ou on me dira vous avez fait le plein de gasoil 2 fois dans la semaine, ou d'essence, il fallait le faire une seule fois. C'est pas tout à fait faux, effectivement. L'euro numérique peut être un outil pour la Banque centrale européenne pour tracer un petit peu plus la population assez directement et pour avoir une politique monétaire directe, on va dire, qui agit directement. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est la segmentation de la monnaie entre ce que j'appelle le business, la monnaie business et la monnaie sociale en quelque sorte. Ouais. C'est que je vois l'euro numérique arriver comme étant l'outil qui va permettre aux États européens surendettés d'émettre des chèques spéciaux, donc que ce soit les chèques énergie, les chèques alimentation, des aides sociales en tout genre, en euro numérique sans abîmer l'euro traditionnel. Parce que l'euro numérique sera une seconde structure monétaire émise par la Banque centrale. Ce qui se passe également, c'est qu'au sein de cette seconde structure monétaire, il y aura là aussi une division en deux. Ça veut dire que l'euro numérique ne va pas être un seul euro numérique. Il y aura vraisemblablement, c'est de la politique fiction, mais pour le moment, l'euro numérique n'est pas en circulation. Donc je me fie à ce que j'ai lu des communiqués de la Banque centrale, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Et bien sûr, tout ceci n'est pas définitif. Mais la Banque centrale européenne prévoit d'avoir
un euro numérique de gros, donc qui va servir au règlement qu'on appelle aujourd'hui les règlements interbancaires en quelque sorte, qui sont les règlements entre les banques commerciales et la Banque centrale. Donc si par exemple la Société Générale doit 200 millions au groupe BNP Paribas, aujourd'hui ça se fait avec de la liquidité, ça se fait avec de l'euro, j'ai envie de dire le seul, le vrai et l'unique, c'est-à-dire de la monnaie banque centrale. Et dans ce cas, donc la Société Générale dit à la Banque Centrale Européenne, vous allez virer 200 millions de mon compte auprès donc de la BCE vers le groupe BNP Paribas. Et ça se fait pas avec des titres obligataires, hein. C'est pas avec des titres, c'est pas avec des titres de dette, ça se fait avec de la vraie monnaie, avec de la liquidité. Et là, l'idée finalement est de créer un euro numérique qui soit divisé en deux. Et donc il y a un euro numérique de gros qui permette ce type de règlement. Et qui est aussi un euro numérique de retail en quelque sorte pour le commun des citoyens lorsqu'il va payer par exemple ou encaisser, si c'est le boulanger qui encaisse 2 euros, 1 euro numérique. Mettons qu'il y ait une parité 1 pour 1, c'est un peu ce qui va être fait, à mon avis, il va y avoir... L'idée, ça va être qu'un euro numérique vaudra 1 euro. Alors après, est-ce qu'il vaudra réellement 1 euro? Finalement, pas vraiment. Parce que si sur l'euro numérique, il peut y avoir une forme de péremption, s'il peut y avoir une forme également de dictature des dépenses, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il est évocateur, mais si on dit par exemple de telle ou telle période, donc on considère que vous ne devez pas acheter tel produit parce que ça va à l'encontre des considérations environnementales, par exemple, du moment, mais que vous pouvez le faire avec votre euro traditionnel, que ce soit en monnaie scripturale, en paiement par carte bleue ou avec du cash, on va se dire finalement qu'en termes réels, applicable, l'euro numérique vaudra moins que l'euro traditionnel puisqu'il ne permettra pas les mêmes acquisitions et la même liberté. Donc la question qui va se poser, ça va être un peu ça. Ah, quelle indignité. Vous vous souvenez tous de cette phrase de Nicolas Sarkozy quand on lui posait la question sur ce financement libyen de sa campagne de 2007 avec l'argent de Mouammar Kadhafi qui devait périr sous les bombes d'une coalition en 2011, peu de temps après. Et alors là, on a eu des semaines d'un procès avec d'un côté le clan Sarkozy et de l'autre côté le clan Kadhafi, des carnets, des témoignages, des preuves, des virements de plus de 400 000 euros, de l'argent liquide en veux-tu en voilà. Et le réquisitoire est tombé hier et il est assez dur. 7 ans de prison ferme pour Nicolas Sarkozy, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Et pour Claude Guéant et Brice Hortefeux, c'est également des peines assez lourdes qui ont été requises par les procureurs. Nicolas Sarkozy, évidemment, clame son innocence. Il a écrit sur X un post expliquant que le parquet national financier persiste depuis 13 ans à essayer par tous les moyens possibles de prouver ma culpabilité dans l'affaire du prétendu financement libyen. Les juges parlent de faisceaux d'indices concordants assez graves. Aucun des faits mis à jour et souligné par ma défense durant l'audience devant le tribunal correctionnel ne pouvait ébranler ce postulat idéologique de base. Lui se dit victime de la République des juges, en quelque sorte, alors que de nombreuses preuves, malheureusement, sont présentes au dossier. Il continuera à se battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal. Tribunal, il en parlait d'ailleurs, c'était à Bordeaux en 2014. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il en a eu d'autres, des sorties. Rappelez-vous, on va l'écouter, Nicolas. Le primo-délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. Discipline stricte. Qu'est-ce qui va attendre Nicolas Sarkozy? Il va évidemment se défendre jusqu'au bout, mais on est dans une république quand même incroyable où un ancien président de la République se retrouve devant les juges pour un fait de corruption massive avec un responsable politique étranger, Mouammar Kadhafi, responsable de l'attentat du DC-10, du TA, qui avait coûté la vie à de nombreux Français. On a Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, pris dans l'affaire de conflit d'intérêts avec MSC, qui démissionne et qui ne répondra pas à la commission des finances, qui souhaitait l'entendre sur le dérapage des comptes publics. On a Emmanuel Macron, qui ne répondra pas non plus sur l'affaire Arabelle et sur l'affaire Alstom. Bref, on est un pays quand même formidable, et les gens continuent de dire soutien à Nicolas Sarkozy. Évidemment, nous attendons la décision de la justice. Il est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Le fond du problème, c'est qu'on doit changer de modèle.
Le fond du problème, c'est le modèle, ce modèle mondialiste, hein, qui fait qu'on court après les exportations et les importations. Mais en fait, si tu veux, on en revient du coup à cette notion de souveraineté alimentaire, mais qui n'était pas vue sous cet angle-là dans ce qu'ils voulaient faire avec la loi d'orientation agricole. Le vrai problème, il est là, c'est que les exportations, de par les multiples normes qu'on a particulièrement en France et le coût de main-d'œuvre et les charges, tout ce que tu veux en France, on a beaucoup de mal à être compétitif à l'export. Et en fait, on produit de moins en moins. On a déjà tué le secteur secondaire en France. Là, on est en train de tuer le secteur primaire. Il va rester que le tertiaire. Sauf qu'avec le tertiaire, pour produire de la richesse, si tu veux, c'est quand même très compliqué. Ouais. Pour produire de la richesse, il faut produire quelque chose. Et c'est pas avec les 110 milliards que met Macron dans l'IA, si tu veux, qu'on va concurrencer les Chinois, les Russes, les Américains. Ouais. Si tu veux, tu vois à l'heure actuelle, je te l'apprends pas, la politique que mènent les États-Unis, la politique que mènent les Russes, la politique que mène le Brésil, ou plus largement même les BRICS, les pôles qui se redessinent au niveau mondial et tous tournent sur du protectionnisme. Tu prends un pays comme l'Inde qui est en train de monter comme des fous. S'il y a du libre-échange entre eux et nous, comme Ursula von der Leyen vient d'en parler, il va lancer ça. Il y a un grand, pour le dire à tous les spectateurs, il y a un grand projet d'un grand accord de libre-échange qui sera fixé et décidé, signé par la main de Ursula von der Leyen d'ici la fin 2025. Il faut le cadrer pour nos téléspectateurs. Voilà, ouais, histoire de venir mettre les derniers clous dans le cercueil de l'agriculture. Et puis si tu veux, je dis ça sans haine raciale ou ce que tu veux, mais putain, l'Inde, t'as envie de manger indien sans déconner. La cuisine indienne peut être très sympa, mais quand tu vois les problèmes sanitaires qu'ils ont là-bas, si tu veux, merci, bonsoir. Ouais. Et la politique de l'Inde, c'est quoi depuis des décennies? C'est acheter nos technologies, nos savoirs et tout produire chez eux. Les Américains sont sur la même ligne, les Chinois, c'est toute leur histoire. Ça fait des millénaires que c'est la politique en Chine. Et nous, en fait, on est en train de tout aborder, de plus rien produire, mais en fait, on va s'en sortir comment à la fin? C'est un suicide assisté là, hein, l'Union européenne, l'Europe, c'est plus possible. Hein. J'ai un cas pratique, messieurs, à vous soumettre. Je suis totalement d'accord avec vous, il y a un manque de courage politique face à de la passivité, voire même, je pèse mes mots, je les garde pour moi, vous n'êtes pas obligés, mais j'oserais dire de la lâcheté, voire de la trahison, à l'égard des intérêts de la nation. J'ai un cas pratique à vous soumettre, j'aimerais avoir votre avis très rapide, en vraiment une trentaine de secondes chacun s'il vous plaît. Le cas de l'équipementier LMB Aerospace, qui, vous le savez, équipe nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nos Charles Leclerc et nos Rafales de systèmes de refroidissement. J'ose faire une comparaison avec la société Photonis, qui a été sauvée grâce au verrou de Bercy, mais sauvée me semble-t-il parce qu'il y a eu une attention médiatique assez importante, et je dois vous avouer que je suis très inquiet de voir l'intensité médiatique être être de moins en moins présente, de voir l'attention médiatique être de moins en moins dense. Je suis donc très inquiet à l'égard du devenir de LMB qui pourrait être acheté par leur groupe, des fonds évidemment américains. Mais tu sais, au salon de l'agriculture cette année, j'ai vécu un truc qui était original, et j'ai pour le coup des centaines de témoins, il y a même des vidéos. Ouais. On s'est fait piéger. Il y avait même pas d'hostilité de notre côté. C'était un truc de fou. Bon, bien sûr qu'on en a après Macron, mais on n'essayait pas d'aller le choper ou quoi que ce soit. On était en train d'aller voir les grands organismes. Je sais pas si on a le temps, c'est pas le sujet, mais de la magie qui s'est passée au niveau des élections agricoles. Mais on en parle. Avant de dire ça, si tu veux, on s'est retrouvé en fait à se faire nasser et piéger par les Benalla, si tu veux, par toute la sécu de Macron, qui nous sont rentrés dedans assez violemment. Et là, t'as les CRS qui sont rentrés en force entre les Benalla et nous. Et nous, ils nous faisaient reculer à coup de bouclier, mais gentiment, si tu veux, les CRS. Mais ils mettaient le même tarif au mec de Macron. Et ça, faut quand même le voir pour le croire. Ah ouais, incroyable. Ouais. Au salon de l'agriculture, devant les caméras, devant tout ce que tu veux. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.